إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني صدوق مصلح Je suis Lassina Maïga. De formation, je suis ingénieur en réseau et télécommunications. Et là, je suis ici en tant que coordonnateur national de Humanity First Mali depuis maintenant environ 3 à 4 ans. Donc, Humanity First est une organisation humanitaire internationale qui œuvre dans plusieurs domaines à travers tous les continents et beaucoup plus dans les pays en développement. Donc, c'est une organisation qui a été créée depuis 1994 avec pour but de venir en aide à toute personne sans distinction de race, de religion, de couleur, de quoi que ce soit. L'objectif est de rendre service au maximum de personnes avec le peu de moyens qu'on a. Donc, le système de fonctionnement de Humanity First, il y a des pays développés qui subventionnent Humanity First dans certains pays en développement. Donc, par exemple, le cas du Mali, Humanity First Mali a subventionné par Humanity First des États-Unis. Humanity First, par exemple, de certains pays africains sont subventionnés par Humanity First, la Grande-Bretagne, ou de l'Allemagne, ou du Canada, et ainsi de suite. Donc c'est un peu le principe de fonctionnement de Humanity First. Humanity First est reconnu au Mali depuis 2005 par un récépissé, le récépissé numéro 0059/G DB et de la CONCAD numéro 001130 depuis 2005. Donc depuis cette date, Humanity First a commencé officiellement à exercer au Mali. Mais avant 2005, Humanity First menait comme des activités, des petites activités de part et d'autre au Mali. Mais officiellement, ça date de 2005. Au Mali, nous avons principalement 5 zones d'activité principales pour le moment. D'abord, si nous commençons par le domaine de la santé, nous avons commencé d'abord par les camps médicaux. Avant 2005 jusqu'en 2014, nous avons animé plein de camps médicaux à travers le Mali. Et pendant la crise, nous avons effectué plusieurs camps médicaux, notamment dans la partie nord du pays. Il y avait beaucoup de déplacés avec les problèmes des déplacés de guerre dû à la crise du nord que le Mali a connu. Nous avons effectué plusieurs camps médicaux. Et en 2013, en septembre 2013, précisément, nous avons ouvert une clinique humanitaire à Bamako, en périphérie de Bamako, à Kassogo. Donc une clinique vraiment humanitaire, comme je l'ai dit, parce que les consultations sont vraiment moins chères. Les consultations sont pratiquement à 500 francs. Et tous les autres services, que ce soit l'accouchement, l'échographie, la gynéco, toutes les autres consultations qui coûteraient excessivement cher ailleurs, nous le faisons ici vraiment à un prix humanitaire pour permettre au maximum de personnes vraiment de pouvoir se soigner tranquillement. La même chose pour les médicaments. Les médicaments sont réduits jusqu'à un peu environ 40% par rapport au prix des autres pharmacies ou des autres centres de santé. Permettre aux gens vraiment, un grand nombre de personnes de pouvoir avoir facilement accès aux médicaments et aux soins. Il y a également la campagne de cataracte que nous avons initiée depuis la fin de l'année 2014. Donc aujourd'hui nous avons à notre sein fait environ 500 opérations de cataracte entièrement gratuites. Donc c'est des opérations où généralement les personnes atteintes de cette maladie sont des personnes vraiment d'une couche sociale un peu défavorisée. Donc c'est des maladies qui sont dues un peu à ces facteurs-là également. Donc la plupart des gens n'ont pas les moyens et plusieurs personnes deviennent facilement aveugles à cause de cette maladie. Donc vu cela, nous avons initié cette campagne de cataracte qui consiste d'abord une première phase à consulter en masse le maximum de personnes. Ceux qui ont d'autres maladies, on leur donne gratuitement des médicaments et ceux qui sont atteints de cataracte, on programme un jour où tout le monde est opéré et pris en charge de façon gratuite.
Donc, depuis fin 2014 jusqu'à présent, nous avons plus de 500 cas de cataracte opérés. Et nous continuons toujours cette campagne qui n'a vraiment pas de limite pour le moment. Autant de personnes puissent là, Inch'Allah, on va faire des opérations. Il y a également le domaine de l'éducation. Concernant l'éducation, nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 6 écoles. Nous avons 6 écoles en construction, construites déjà et en construction également en République du Mali. Alors la première école a été construite à Sorontigila, dans le cercle de Kolokani, région de Djéni. Alors c'est une école dans Sorontigila, c'est un village vraiment qui était vraiment défavorisé. Un village où environ 15 km autour du village il n'y a pas d'école. Et c'est un grand village également et plein de villages autour. Je m'appelle Daouda Diara, je suis le deuxième directeur de l'école Bilal de Sorontigila. L'école est créée en 2012. Actuellement, dans notre école, il y a 100 élèves, 43 filles, 57 garçons. L'école contient actuellement 3 maîtres. Il y a 3 enseignants ici. Les élèves de nous viennent des villages voisins. Ils sont de 2 à 4 km de l'école. L'école la plus proche ici, c'est l'école de Djéni, à 35 km, 36 km du village. En plus, l'école de Guelero, à 17 ou bien 18 km. Les enfants naviguent entre nous et ces villages-là à pied. Ils viennent passer la journée à l'école. À la descente, ils vont dans leur village. Initialement, c'était une école de 3 classes. Et en 2014, fin 2014, début 2015, nous avons construit, complété 3 autres classes pour faire une école complète de 6 classes. L'implantation a été faite le 30 avril 2015 et le travail proprement dit a commencé le 1er mai 2015. Donc, 1er mai 2015, hier au 24 août 2015, les 3 classes sont totalement terminées. Donc ça fait 3 mois, 24 jours. Alhamdulillah Rabbil Alamina, le maçon a totalement terminé les 3 classes. Et on est en cours de remaniement de la véranda de l'ancienne construction qui a été construite en 2012. Alors, donc, vous êtes venus et vous avez trouvé les maçons en œuvre pour le remaniement de la véranda. La deuxième école, elle est à Kolondiaba, dans la région de Sikasso. Alors, comme vous le savez, Kolondiaba, c'est pratiquement une petite ville, mais une ville également où toujours le besoin d'éducation se présente quand même. Donc, les gens ont présenté le besoin d'une école dans la ville. Initialement, on avait pensé à une école dans un village proche, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, dans la ville également de Kolondiaba, il y a toujours des besoins. Donc, on a décidé de construire une école à Kolondiaba. Donc, c'est une école ultra moderne avec 6 salles de classe, une administration, une toilette entièrement clôturée, avec une innovation majeure. Donc à partir déjà de la 3e année, les enfants seront initiés à l'informatique. Donc il y a une grande salle d'informatique avec alimentée par de l'énergie solaire, tout le nécessaire. Donc à partir de la 3e année, les enfants sont initiés déjà à l'informatique, qui nous permettent de vraiment se mettre dans le monde du 21e siècle. Donc, et la 3e école est à Nyosira. Nyosira, c'est dans la commune rurale de Bla, un village de la commune de Bla, environ 30 à 40 km de Bla. Nyosira également, c'est un village où il y avait une école, mais une école vraiment en banco, et juste de 2 classes, 2 salles de classe. Et les enseignants étaient vraiment contraints d'avoir 2 à 3 classes dans la même salle. Une école vraiment, une salle vraiment dans les conditions vraiment difficiles. Donc c'est là que nous avons bien voulu, avec l'aide de nos partenaires, construire la 3e école. Donc là nous avons construit également 6 classes. Aujourd'hui, les cours ont déjà commencé, 6 classes en toilette, avec une administration et tout le nécessaire. Et les cours ont également commencé. Là aussi c'est une école où nous avons aujourd'hui environ 300 à 400 élèves. Donc dans cette école de Nyosira. Et par la grâce de Dieu, tout marche bien. Alors la 4e école, c'est à Tiendo.
Tiendo, à 5 km de Djela, sur la route entre l'axe Fana-Djela. Concernant le projet éducation, donc les différentes enquêtes que nous avons effectuées nous ont laissé comprendre que les problèmes d'éducation diffèrent d'une localité à une autre. Il y a par exemple des localités où il n'y a même pas d'école. Alors les gens sont livrés à eux-mêmes, les villageois essaient de faire ce qu'ils peuvent faire pour que les enfants aient un petit niveau d'éducation. Il y a des localités comme ici par exemple, il y a déjà une école du premier cycle qui fait déjà un travail extraordinaire, mais ils n'ont pas de second cycle. Donc la difficulté des villageois est que lorsque les enfants sont admis au second cycle, ils sont obligés d'aller jusqu'à Djela, c'est-à-dire qu'une localité d'environ 7 km d'ici. Donc pour les enfants très jeunes, c'est vraiment difficile. Donc nous avons constaté qu'il y a vraiment un taux élevé de déperdition scolaire. Les enfants à ce niveau sont découragés, à ce niveau les parents n'ont pas les moyens également d'assurer un peu le déplacement des enfants. Donc les gens sont obligés juste après le premier cycle d'abandonner l'école. Donc les parents souciés de cette déperdition sont allés approcher les services techniques de l'éducation. Les services techniques leur ont fait une proposition. Ils font une cotisation en eux, une somme importante qu'ils vont localiser à leur niveau pour payer les enseignants du second cycle. Donc ils ont essayé 1 année, 2 ans. C'était un peu difficile, ils n'arrivent pas à couvrir toutes les charges, mais ils ont quand même essayé. Ils ont construit un hangar dans la cour de l'école du premier cycle, où ils essaient quand même d'entretenir des classes du second cycle. C'est un peu difficile. Donc ainsi, ils nous ont approchés. Alors, nous avons fait un peu cas de leurs préoccupations. Donc c'est ainsi que nous avons décidé ici, avec l'appui des autorités, notamment M. le maire de Djela, le préfet, le sous-préfet, les services techniques, c'est-à-dire le DECAP, l'académie. Tous ensemble ici, ils ont jugé bon effectivement de construire ici une école qui va servir de second cycle pour les enfants de Tiendo. Donc nous sommes pratiquement à la 4e école de Humantifirst en République du Mali. Donc la pause du premier père a été faite en présence de tous ces autorités que je viens de citer. Donc ici nous sommes là aujourd'hui pour voir un peu l'évolution des travaux, parce que nous espérons que les travaux doivent prendre fin avant la rentrée prochaine pour que les enfants puissent vraiment profiter. La 5e école est à Molané, dans la région de Diema. Donc là également, Molané, c'est un village également très reculé, un village qui se situe à environ 60 km du goudron, où vraiment l'accès est vraiment difficile, où il n'y avait pratiquement pas d'école également. Il y avait juste une construction en terre, en banco, il y a 2 enseignants qui faisaient ce qu'ils pouvaient là-bas. Les enfants étaient assis pratiquement sur des pierres pour les cours. Bon, vraiment c'était dans des conditions difficiles. Moi c'est Wentri Diara, le directeur de l'école de Tampangoura. À 53 km de Djenne, la ville le plus proche. On est au nombre de 2 enseignants. Nous enseignons ici sous le hangar. Bon, chaque matin il faut de surveiller sur les hangars. Donc pour le cas des serpents, souvent on tue 2 ou 3 serpents dans les classes. Donc il y a 6 villages qui bénéficient de notre cours. Donc le village qui contient de l'école encore est à 15 km de chez nous. Donc on a tous constaté vraiment la volonté des gens de vouloir étudier, les enfants, les parents de vouloir étudier. Mais malheureusement, cela n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Tout est compliqué. Donc là, nous avons également monté un projet de construction d'une école de 6 classes. Donc le projet a déjà commencé, la construction a déjà commencé depuis 2 mois maintenant. Là, nous espérons également que d'ici la rentrée, d'ici octobre, cette école sera prête. C'est également une école de 6 classes, d'une toilette, et d'une salle informatique, d'une administration et tous les autres détails qui doivent réaliser. On est au nombre de 105 élèves. Cette nouvelle école qui est en cours de la construction est la bienvenue pour mon village et les villages environnants. Ils sont dans l'autre, sous les hangars là. Nous enseignons dans des conditions très difficiles. Nous-mêmes, on n'a même pas de chaises ni bureaux. Les élèves s'assisent sur les pierres. Donc, l'école même est à bienvenue et ça va nous permettre d'enseigner dans les conditions normales, mais aussi à motiver
plein de villages environnants a amené beaucoup d'enfants. Donc j'espère que avec la construction de des nouvelles écoles, vraiment il y aura une augmentation d'élèves, j'en suis sûr et certain. Donc cette école permettra à tous les enfants du Molané, qu'on appelle également Tapankura, c'est le même nom que le même village. Donc, et tous les villages environnants pourront facilement venir étudier dans cette école de Molané. Et la 6e école, c'est à Tordoumankoura. Tordoumankoura, c'est pratiquement en banlieue de Bamako. Là également, c'était une banlieue vraiment très peuplée. Mais le problème vraiment est habité par la plupart des gens à des revenus très modestes. Ils n'ont souvent pas les moyens d'envoyer les enfants dans les écoles où ils veulent vraiment. Moi, je me nomme Mohamed Pépé Kolamo. Je suis un enseignant. Il n'y a pas tellement longtemps que j'ai appris la nouvelle de l'Humanity Fest. Alors, dès que j'ai déménagé dans ce quartier de Goudoumakoura, l'imam de la place de missionnaire, il m'a fait appel. Alors, on a prié dans la mosquée. Il m'a fait appel, il m'a parlé de cette mosquée et qu'ils ont une école ici, mais financée par Humanity First. Alors, depuis là, on a collaboré et un jour, on m'a pris pour aller suivre une formation. Après la formation, alors, je suis venu, j'en ai parlé à la population. Les gens, ils sont très motivés. Ils ont dit, mais est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Parce qu'eux, ils ne me connaissaient pas anciennement. Je leur ai confirmé, j'ai dit, je viens d'une formation. Et que c'est une personne qui a financé le tout. Donc, j'ai mon attestation. Et même en informatique, j'ai suivi durant les 20 jours. Bon, depuis là, dès que j'ai dit l'annonce, directement, ils m'ont dit, OK. Ils m'ont dit si je peux commencer à faire le recrutement. J'ai dit moi-même je suis OK. J'ai dit j'ai commencé directement le recrutement. Bon, au jour d'aujourd'hui, je suis à près de 83 enfants inscrits dans la localité. Les gens, ils disent peut-être que la localité est très petite, mais le besoin est très immense. Le besoin est très immense. Parce que les gens ne parviennent pas à bien collaborer avec les autres écoles de la localité parce que compte tenu de leurs moyens très, très limités. Ça, les gens n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Donc, depuis que je leur ai dit, OK, ici, je dois même faire des cours de vacances. Mais ça, c'est gratuit. Alors, les gens ont été motivés. C'est pourquoi chaque jour, alors, les gens ils sont en train de me bousculer. Donc, j'ai appelé les responsables de Humanity First. Je leur ai dit, OK, puisqu'il y a déjà 2 classes construites, les 2 classes-là, bon, les travaux ne sont pas terminés. Il reste à fixer les fenêtres et les portes. Donc, eux aussi, ils se sont motivés, ils sont venus. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dans nos murs ici, ils sont venus. Et comme Dieu sait faire, les choses, ça tombe un vendredi. Donc, au cours de la prière et avant la prière de vendredi, l'imam en a parlé. Donc, les gens sont motivés. Et je vais toujours continuer à dire qu'il y a plein d'enfants, certains même ne sont même pas scolarisés. La plupart des enfants ne sont pas scolarisés. Les gens vivent dans des conditions un peu difficiles. Donc les populations de ce quartier nous ont approchés et nous ont fait part de leurs situations difficiles en matière de scolarisation de leurs enfants. J'ai été dans une famille où une femme m'a dit qu'elle a des enfants en charge et des enfants ramassés dans la rue. C'est elle qui gère ses enfants. Mais les enfants ne sont pas scolarisés. Je leur ai dit, mais c'est très facile, madame. Moi, je vais m'occuper de ces enfants. Je vais les inscrire à l'école et je vais parler de leur situation et disons à mes responsables. Nous sommes là pour voir un peu l'évolution du chantier, notamment la construction de ces salles de classe et puis les autres détails. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes pratiquement à la fin de la construction du bâtiment. Donc comme prévu, on avait essayé de faire des cours avant la rentrée scolaire prévue en octobre, des cours de mise à niveau. Des
cours de vacances pour essayer de permettre aux élèves des riverains ici pour essayer de se mettre un peu à niveau avant la rentrée, même comme on l'a dit. Donc ce matin, effectivement, comme vous le constatez avec nous, la rentrée est active pratiquement. Donc les élèves sont en classe, on a beaucoup plus d'élèves que de bancs. Donc ça nous rassure un peu effectivement qu'il y avait le besoin d'école était vraiment là et qu'il faut encore faire plus d'efforts pour absorber le maximum d'élèves possible. Donc tout cela est fait, c'est vrai, d'abord initialement nous montons le projet, nous présentons un peu la nécessité, j'ai négocié avec certains partenaires pour le financement. Donc c'est l'occasion pour nous également de remercier nos partenaires qui financent vraiment ce projet, qui voient la nécessité alors, de cette activité au Mali et dans certains pays également. Et la particularité dans les écoles de Human Difference jusqu'à présent, c'est que dans les villages que nous avons cités, les enfants vont à l'école de façon gratuite, entièrement gratuite. Initialement, nous avions prévu une scolarité de 250 francs par mois par élève. Mais là, nous avons remarqué des difficultés dans la mesure où, au village, certaines personnes peuvent avoir plusieurs enfants. Imaginez quelqu'un qui a par exemple 4 enfants, donc il doit payer 1000 francs par mois. Donc, quelques temps après des enquêtes, puisque chaque fois nous passons également dans les villages pour voir si tout se passe bien, nous avons remarqué que certains enfants ne vont pas à l'école malgré qu'il y a une école. Et lorsque j'ai fait une enquête auprès des parents, ils nous ont fait comprendre que les enfants qui vont à l'école, il y a par exemple 4 enfants qui vont à l'école. Donc s'ils doivent payer chaque mois, 250 par enfant, cela fait 1000 francs par mois. Et cela crée une difficulté majeure dans la mesure où ils n'avaient pas la capacité de payer 1000 francs chaque mois. Donc, nous avons fait une demande à nos partenaires qui ont adressé une correspondance au calife, qui est le chef suprême également de Human Difference, qui a ainsi accepté que pour tous ces villages où il y a des écoles de Human Difference, que les enfants puissent aller à l'école de façon gratuite. Donc, tous les enseignants et tout le service technique de l'école est entièrement pris en charge par Human Difference, mais les enfants vont à l'école de façon gratuite. Tous les enfants ont droit à l'école. Pour le salaire et tout ce qui s'ensuit, Human Difference par l'engagement de s'occuper de ça intégralement. Donc c'est un peu une des particularités. L'autre particularité, comme je l'ai dit, c'est essayer d'insérer l'informatique depuis la 3e année. C'est vrai que c'est des villages où il n'y a pas d'électricité, mais avec l'énergie solaire, nous sommes dans un pays sahélien également, on arrive quand même à suivre l'informatique depuis le bas âge que les enfants soient accompagnés ici. Un autre domaine d'activité, c'est la formation professionnelle. Donc la formation professionnelle, nous avons deux centres de formation professionnelle. Un centre de formation professionnelle en coupe et couture, un autre centre de formation professionnelle en informatique, maintenance et conception et autres. Alors donc, nous avons depuis le milieu de 2014, nous avons essayé de décentraliser un peu la formation professionnelle en coupe et couture parce que le business peut ressentir. Nous avons ouvert un centre de coupe couture à Sikasso et un centre de coupe couture à 100. Donc cela permet à tout cela de pouvoir se former également parce que le constat est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté l'école à un âge très jeune dû à certaines choses, ne peuvent plus venir à l'école. Donc ces formations les permettent facilement de se réinsérer dans la vie active, puisque après la formation, nous les aidons également à s'installer à leur propre compte et progressivement à employer d'autres personnes également. Il y a également le projet dit village modèle. Donc c'est un projet qui consiste à prendre comme ça un village au hasard, un village défavorisé et essayer de l'équiper à tout ce qui peut être des moyens pour une vie normale. D'abord, initialement, nous commençons d'abord par l'adduction en eau potable. Donc, avec l'énergie solaire et un forage, on arrive à couler de l'eau en grande quantité pour tout le village. Donc, dans le village, il y a des fontaines. Dans pratiquement chaque côte, il y a une fontaine qui est là. Avec l'énergie solaire et un château, tout le village est ouvert. Ensuite, il y a l'électrification, toujours avec l'énergie solaire. Alors, donc, nous essayons d'électrifier pratiquement tout le village. Chaque ménage a l'électricité à la maison. Et le village est également électrifié à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Il y a également le projet de maraîchage dans le village du modèle.
Parce que vous savez, ici dans les pays sahéliens, la grande difficulté dans ces pays à un certain moment, c'est que les gens n'ont pas la capacité de produire des légumes et tout ce qu'il faut pour l'alimentation. Donc dans chaque village modèle, nous essayons de créer un périmètre irrigué d'environ 2 hectares que nous alimentons avec... parce que le grand problème c'est de l'eau, donc nous créons des bassins de stockage d'eau. Donc l'eau, à partir du château d'eau et de l'énergie solaire, nous remplissons l'eau des bassins de stockage et les femmes arrosent facilement les légumes et tout ce qui s'ensuit. Donc cela permet à ces femmes-là de vendre ces légumes et de s'alimenter normalement également. Et donc c'est une activité qui permet à chaque femme d'avoir quand même chaque jour, pratiquement chaque semaine, un petit revenu. Et également de s'alimenter normalement parce qu'ils produisent des tomates à toutes les saisons de l'année, des tomates, des légumes, des combos, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent produire parce qu'ils ont de l'eau et ils ont également de la terre. Également, dans ce même village modèle, il y a également le projet pisciculture. Donc avec toujours l'eau du forage à partir de l'énergie solaire, nous avons créé des étangs piscicoles. Donc des étangs, quelques étangs dans le village, donc, qui permettent on a initialement testé des expériences de pisciculture. Donc des poissons locaux aussi que nous prenons avec de l'alimentation un peu moderne. Juste en quelques mois, quand nous sommes arrivés, quelques mois, nous avons des poissons en grande quantité. Et ça permet aux villageois de vendre ces poissons et d'avoir un peu de revenus et également de s'alimenter tranquillement. Donc l'hydraulique, cela consiste à créer des forages, des pompes à main dans des villages où il y a des problèmes d'eau. Dans le pays africain, le pays sahélien en général, il y a des problèmes vraiment où les gouvernants font également beaucoup d'efforts pour c'est le problème d'eau. Le problème d'eau est vraiment poussé en Afrique. Donc nous avons également fait le constat que dans la plupart des villages ici en Afrique, il y a des pompes à main, mais la plupart des pompes ne fonctionnent pas. Les pompes sont en panne parce que les villageois n'ont pas les moyens de les réparer ou ils ne savent même pas comment trouver des techniciens capables de le faire. Donc dans certains villages, au lieu de faire de nouveaux forages, nous achetons du matériel et de façon à un coût vraiment réduit avec nos techniciens, nous dépannons vraiment ces pompes-là. Il y a des villages également où il n'y a vraiment pratiquement pas de pompes. En ce moment, nous sommes obligés, selon nos moyens, de faire des nouveaux forages. Donc ainsi, dans pratiquement toutes les régions du Mali, nous avons pratiquement chaque année, nous dépannons environ 200 forages dans différents villages. Et chaque année également, quelques forages, de nouveaux forages que nous construisons. Donc c'est effectivement une activité qui soulage beaucoup, vraiment, qui aide beaucoup les villageois dans les difficultés liées un peu à l'eau potable. Le financement de l'activité de Human First est fait de façon par des bénévoles. D'abord, chaque pays, dans certains pays développés, chaque pays développé subventionne certains pays, un certain nombre de pays en difficulté. Par exemple, Human First États-Unis subventionne en Afrique, Human First Mali, Human First Sierra Leone, Tanzanie et certains pays encore, Guatemala et autres. Donc, la manière dont les gens recrutent et essaient de collecter un peu les fonds, comme je disais, c'est de façon bénévole. Certaines personnes qui ont les moyens. Alors, lorsque nous préparons les projets ici par rapport aux besoins, nous envoyons le projet à Human First États-Unis. Et eux, avec ce projet, ils présentent un peu la nécessité à certaines personnes qui financent de façon vraiment volontaire. Il y a également ce qu'ils appellent des télétons, une activité qu'ils organisent comme ça, qui passe par exemple dans une télévision américaine ou bien sur Internet, où ils présentent par exemple certains projets déjà réalisés, ils présentent également certains besoins en Afrique ou en Amérique latine ou partout ailleurs. Donc sur le champ, certaines personnes de bonne volonté font des dons, des aides. Donc c'est un peu ça, c'est un peu par ce moyen que toutes les activités de Human First sont financées. Il y a également des dons au niveau local. Par exemple ici au Mali, il y a des personnes de bonne volonté qui ont souvent envie d'aider les personnes mais qui n'ont pas, ils ne savent pas comment le faire. Donc ils nous approchent, ils nous font les dons et nous transformons ce don-là à tous les niveaux. Par exemple, pendant les inondations à Bamako, il y a un groupe de femmes qui nous ont
approché, ils nous ont donné une quantité très importante de vêtements et de savon qu'ils voulaient vraiment acheminer vers les déplacés. Nous avons reçu effectivement ces vêtements, ces savons. Nous avons acheté également d'autres choses, des vivres, des non-vivres, nous avons complété à cette vente, nous avons tous acheminés vers les sinistrés. Donc c'est un peu dans le système que le financement de l'activité se fait. Dans la crise sociale que le Mali, le nord du Mali, le nord du Mali a connu, le gouvernement Tifes a eu à mener des activités et au nord, également au sud. Au nord, nous avons effectué plusieurs camps médicaux dans des zones où les gens n'avaient pratiquement plus accès aux soins. Et elles étaient vraiment dans des conditions vraiment difficiles. Donc nous avons, dans un premier temps, envoyé une quantité importante de médicaments. Dans un deuxième temps, une équipe médicale, plusieurs fois, sont allés au nord et ils ont essayé de faire des camps médicaux. Ils ont soigné gratuitement pendant une semaine des personnes là-bas dans le nord. Cela a été vraiment avantageux pour nous. Et également ici, dans le sud, nous avons effectué effectivement certains camps médicaux. Il y avait beaucoup de déplacés, il y avait un nombre important de déplacés de guerre qui sont venus du nord vers le sud, qui avaient également des difficultés pour se soigner, puisque les conditions n'étaient pas faciles pour eux. Nous avons essayé de mener des camps médicaux. Nous avons mené, je crois, 3 à 4 camps médicaux, ici, spécialement pour les déplacés du nord. Et il y a également la formation, puisqu'il y avait des jeunes femmes, des jeunes gens qui étaient là, qui étaient déplacés, qui n'avaient rien à faire pratiquement dans Bamako. Donc nous avons proposé de les former en attendant que la crise ne prenne fin, au moins qu'ils apprennent quelque chose qui puisse bien s'impliquer. Ainsi, nous avons formé 100 jeunes dames en toute couture pendant toute la période là, de guerre là, sur le nord. Donc tous ces 100 jeunes dames ont été formées gratuitement par l'Humanifest à la coupe couture. Il y a également, nous avons formé également plus de 100 jeunes également en informatique. Dans l'informatique, que ce soit la bureautique, que ce soit, je crois également, la maintenance, juste des activités qui puissent les permettre également de se prendre en charge, des choses comme ça. Donc c'est un peu le peu d'activités que nous avons pu mener pendant cette crise du Nord. Le futur, nous avons de très grands projets. Alors parce que, comme vous le savez, ici en Afrique, c'est vrai, aider les gens avec des projets à court terme est vraiment important. Mais depuis quelques temps, Humanity First a commencé à réfléchir à développer des projets à long terme. Depuis lors, à mon niveau, nous essayons de développer des projets que nous avons nos partenaires, des projets à long terme, des vrais projets de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, la jeunesse africaine aujourd'hui a besoin d'être formée pour créer des vies de demain. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes actuellement sous la préparation d'un projet d'une université polytechnique. Une université qui n'est pas vraiment une université du grand discours, mais une université vraiment pour former des techniciens de haut niveau dans presque tous les domaines, que vous pouvez imaginer. Parce que, comme je l'ai dit, les financements et les activités sont faits de façon bénévole. Il y a vraiment de ces grands professeurs, des gens qui ont vraiment de la connaissance dans certains pays développés, qui veulent faire du volontariat, du bénévolat, qui veulent aider vraiment les gens. Alors en préparant par exemple des projets ou bien des projets de bourse d'études pour que des jeunes africains aient cherché le savoir dans les pays développés et servir l'Afrique, c'est toujours compliqué dans la mesure où on ne pourra pas envoyer un nombre important de jeunes. C'est aussi compliqué parce que ça coûtera excessivement cher. Mais il est beaucoup plus facile pour nous de créer ici une université qui répond vraiment à toutes les normes occidentales, avec toute la technologie. Ici, avec ces enseignants vraiment de haut niveau, quand bien même ils sont vraiment très chers, mais vu l'objectif humanitaire, ils pourront venir dispenser des cours et nous allons nous préparer au cas où il n'y a pas des personnes qui aimeraient faire du bénévolat, trouver des gens vraiment qualifiés pour dispenser le savoir de haut niveau là ici à nos jeunes Africains pour que nous puissions vraiment, puisque c'est vrai, c'est aujourd'hui, certains pays nous aident, mais nous ne voulons pas demeurer dans cette aide-là. Nous voulons un jour également nous prendre en charge et voir aider d'autres personnes.
Donc c'est voilà pourquoi nous avons préparé ce projet d'une université polytechnique vraiment de haut niveau. Nous avons également un projet d'une grande clinique, un grand centre hospitalier de haut niveau qui va regrouper peut-être tous les services que vous pouvez imaginer dans un centre hospitalier. Et dans pratiquement tous les villages où nous avons une école, quelque chose comme ça, un petit centre de santé, dans pratiquement tous les quartiers périphériques de la ville de Bamako, un petit centre de santé. Et ensuite, ceux malades qui seront dans des cas un peu plus compliqués seront directement conduits au centre de santé de votre référence dont nous sommes en train de préparer le projet. Donc c'est un peu le projet futur que nous préparons actuellement. إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتسرم